J'ai envie de dire que le grand enjeu auquel on doit s'attaquer, c'est celui d'apprendre à vivre ensemble avec l'ensemble du vivant, ce que moi j'appelle le tout vivant, qui est à la fois ce qu'on appelle la nature, le vivant, mais aussi l'ensemble de l'humanité. Depuis plus de 500 ans, on vit quand même de manière séparée entre ce qu'on peut appeler le nord et les sud, de manière très générale et très rapide. Et on n'a toujours pas réussi à mettre sur le même niveau l'ensemble de l'humanité. Il y a encore de nombreuses populations qui restent privilégiées, d'autres qui vivent dans des conditions économiques, sanitaires, politiques extrêmement dures, difficiles, et on a toujours des rapports asymétriques, à la fois au niveau international, dans les relations internationales, mais aussi à l'intérieur des sociétés. Et je pense notamment aux sociétés occidentales qui sont extrêmement fracturées aujourd'hui. On le voit très bien avec les mouvements qui se perpétuent, les mouvements de mobilisation comme Black Lives Matter, mais aussi ce qui se passe en France avec le mouvement de lutte contre les violences policières et le racisme systémique. Et je crois qu'il y a une urgence à apprendre à vivre ensemble. Et je mêle ces difficultés sociales et raciales, puisque c'est un héritage racial que l'on a aujourd'hui, avec la lutte pour une lutte écologique, pour le dire vite, parce que pour moi, depuis la modernité européenne, donc cette période historique, on a séparé, en tout cas l'Europe occidentale et en particulier l'homme européen, s'est séparé et du reste de l'humanité qu'il a voulu conquérir, dominer, exploiter, et de la nature qu'il a transformée à l'époque en une ressource à exploiter. Et les deux sont liés puisque au moment où il y a eu cette séparation entre la nature et la culture, qui est presque quelque chose d'exclusif à la civilisation occidentale, l'homme a identifié à la nature un certain nombre de populations qui existaient sur Terre. D'abord les femmes, puisqu'elles étaient identifiées à la nature, il fallait les dominer et les exploiter. C'est la grande période de chasse aux sorcières en Europe parce qu'elles sont identifiées comme ayant un lien organique à la nature et justement on n'en veut plus du tout la nature, il faut justement la dominer, la maîtriser, la contrôler. On identifie aussi à la nature toutes les populations à coloniser, à commencer par les Amérindiens qui sont des sauvages et les populations subsahariennes, les hommes et les femmes noirs sont identifiés comme vivant à l'état de nature. Et donc ce sont aussi des ressources qu'on peut exploiter. On transforme ces hommes, ces femmes, en bois d'ébène qu'on va transporter, qu'on va mettre au fond des cales des navires négriers, qu'on va déportés outre-Atlantique. Et là, une fois qu'ils arrivent, on les débarque. C'est plus du bois, mais c'est des animaux. Ils sont listés dans les biens des propriétés, des plantations, à côté du cheptel. Et on les transforme en outils d'exploitation pour cultiver la canne à sucre ou sous forme domestique pour servir les maîtres blancs. Donc en fait, on voit très bien, si on s'intéresse à l'histoire, que la domination de la nature se fait par la domination de toutes ces populations qu'on a considérées comme les autres. Ça a duré pendant plus de 5 siècles. Je rappelle que l'abolition du travail forcé en France, le travail forcé qui se faisait dans les colonies, date seulement du milieu du XXe siècle, donc il y a 60 ans, 80 ans maintenant, et c'est pas si vieux que ça par rapport à 500 ans de domination, et donc on est encore les héritiers de ces comportements-là, et je crois que c'est ça aujourd'hui qu'il faut arriver à analyser sereinement pour voir comment est-ce qu'on déconstruit ça et qu'on réfléchisse ensemble à quel monde on veut construire ensemble, c'est-à-dire quel monde on veut construire avec ce qu'on a identifié comme la nature. Et je crois que le concept de nature est parfois dangereux parce que quand on utilise la nature, on a tendance à voir quelque chose d'extérieur à nous les humains. Et donc, je préfère de parler de vivant puisque nous sommes vivants. La vie, on la porte en nous et on sait ce que c'est. Et donc, je pense que de parler de vivant, ça permet de rassembler
tous les hommes et les femmes, toute l'humanité, et de percevoir cette continuité à la fois biologique, mais aussi ontologique, avec l'ensemble du monde où nous vivons, avec lequel nous vivons. Il n'y a pas beaucoup de travaux qui portent réellement sur expliquer cette rupture. On l'avance souvent avec l'idée qu'à ce moment-là, il y a la révolution qu'on appelle galiléo-cartésienne, avec l'arrivée de la philosophie de Descartes, les avancées scientifiques, et on explique que l'homme, à ce moment-là, pas seulement veut prendre possession, mais veut comprendre le monde dans lequel il vit. Il y a toutes des avancées scientifiques indéniables à cette période-là. Pour ce qui est de la conquête, on explique aussi, il y a un argument économique qui est avancé, qui est d'expliquer que le capitalisme naissant, la modification du système économique fait que l'Europe a besoin de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés, et donc part à la conquête du monde pour avoir ces marchés. Tout cela est valable, s'explique et argumenté. Moi, je me suis interrogée pour essayer d'apporter un autre élément d'explication qui relève plus de l'ordre du psychologique. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une civilisation décide de partir à la conquête du monde, pas seulement des mondes juste à côté, parce que ça, dans l'histoire, on a toujours eu ça, on a toujours eu cette tendance de vouloir dominer ses voisins, mais là, c'est tout le monde entier. Il y a quand même quelque chose de la démesure dans cette aventure-là. Et je crois que un des arguments possibles est avancé par Freud, même s'il l'analyse pas comme ça. Freud explique que la découverte de l'héliocentrisme par Copernic, il l'identifie comme la première grande blessure narcissique de l'homme occidental. En fait, à ce moment-là, on pensait jusqu'à présent que la Terre était au centre du cosmos, que l'homme était relié au cosmos, il y avait un lien organique de l'homme à la société et de la société au cosmos. Et en fait, en découvrant que la Terre n'est pas au centre du cosmos, mais que c'est le Soleil, en fait, il y a une espèce, effectivement, de grande blessure narcissique. On comprend que le monde ne tourne pas autour de nous et qu'on est même à la périphérie de ce monde-là. Donc ça pourrait être une explication qui permet à la fois de comprendre pourquoi. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'à partir de ce moment-là, d'un point de vue philosophique, les philosophes vont arrêter de penser le cosmos. Ils vont se replier sur Terre, ils vont penser la Terre, l'agencement de la Terre. C'est tout le développement des biopolitiques, du biopouvoir, etc. Et tout ce qui est de l'ordre du cosmos, on rompt le lien organique avec le cosmos. Le cosmos devient un univers froid, inerte, mécanique, qu'on va délaisser, enfin que les philosophes vont délaisser aux astrophysiciens et aux savants. Et donc là, il y a une rupture des savoirs qui petit à petit va se faire. Et donc, une des hypothèses qu'on pourrait avancer, c'est que l'homme européen est profondément blessé de ne plus être au centre du cosmos, de ne plus dominer le cosmos, et il va vouloir se replier sur Terre et partir à la conquête du monde et devenir le centre de ce monde-là. Ça, je pense que c'est une partie de cette explication, mais le deuxième versant, j'ai envie de dire, de cette blessure narcissique, c'est au contraire une valorisation égotique de l'ego de cet homme européen. Il y a des travaux des écoféministes, je pense notamment à celui de Caroline Merchant, qui a écrit un livre en 80 qui s'appelle The Death of Nature, et elle montre qu'en fait cette découverte de l'héliocentrisme va justifier aussi la domination de l'homme sur les femmes. Alors, ce qu'elle explique, c'est que jusqu'à présent, quand le cosmos, il y avait un lien organique avec le cosmos, etc., dans une grande majorité des cosmologies européennes, la Terre était identifiée au principe féminin. On parle aujourd'hui de Gaïa. Et le Soleil est identifié au principe masculin. Et en fait, de dire que ce qui est au centre de l'univers, en tout cas de l'univers tel qu'on le connaissait à l'époque, parce qu'on n'avait pas encore connaissance de toutes les autres galaxies, le centre de notre univers à nous, c'est le Soleil, ça veut dire que c'est le principe masculin. Et d'ailleurs, la modernité, il y a un roi qui va se faire appeler le roi Soleil. Et
puisque c'est le soleil qui domine et qui contrôle tout ça, le principe masculin va devoir aussi dominer ce qui est identifié à la nature, notamment les femmes, puisque elles sont maintenant mises à la marge de l'univers. Et en fait, Caroline Merchant montre que la femme qui avait quand même une importance dans l'espace public du Moyen-Âge va être enfermée dans l'intérieur domestique de la maison et n'aura plus l'importance qu'elle pouvait avoir dans l'espace public médiéval, par exemple. Et donc, il y a tous des travaux qui montrent aussi ça. Et je pense que c'est aussi ce qui donne de l'assurance à cet homme européen de partir à la conquête du monde. D'abord parce que ces travaux qui ont montré tout ça sont encore des travaux qui sont très à la périphérie de l'ensemble, enfin je veux dire de la majorité des travaux des chercheurs, des universitaires, etc. Par exemple, sur cette question de la domination homme-femme et de la découverte de l'héliocentrisme, c'est des travaux qui ont été faits par Caroline Merchant en 80 aux États-Unis, qui sont toujours pas traduits en français en France. D'ailleurs, elle montre à quel point tous les discours et les réflexions des femmes sur ces questions-là ont toujours été tues ou mis de côté, etc. Donc, il y a un problème aussi de remise en question des canons philosophiques, scientifiques actuels. Et donc, c'est tout un travail de déconstruction, en fait, de ces savoirs-là. Depuis les années 70, des intellectuels latino-américains ont appelé à décoloniser les savoirs, qui est aujourd'hui un mot d'ordre qui était déjà présent chez les philosophes, en tout cas chez un grand nombre de philosophes africains dans les années 60-80. Je pense notamment à quelqu'un comme Kwasi Wiredu, qui appelait déjà à décoloniser la philosophie, c'est-à-dire à savoir ce qui, dans la philosophie, est proprement occidental ou africain, et ce qui est approprié ou pas pour penser les réalités et les évolutions africaines. Et ce travail de décolonisation des savoirs est aujourd'hui de nouveau repris et développé par de nombreux intellectuels africains, mais aussi afro-descendants. Et je trouve qu'il rejoint aussi cette dynamique écoféministe de déconstruire le discours dominant, masculin, blanc, pour le dire de manière très rapide. Parce qu'il y a toujours des exceptions, évidemment. Non, il est très peu audible. Il est présent dans des petits milieux universitaires, très précis, très pointus, mais pour l'instant, il n'est pas audible, il faut le reconnaître, de manière très populaire et très large dans la société civile, c'est vrai. C'est toujours très difficile d'analyser soi-même ce qu'on fait, puisqu'on est... En tout cas, moi, je sais que je suis portée par un élan et que je ne prends pas forcément le temps d'analyser et de décortiquer cet élan. En tout cas, ce qui me porte, c'est cette volonté eu égard à notre histoire, qui est une histoire faite de violence, comme toutes les histoires sont faites de violence, c'est de chercher, de voir comment ce passé-là modèle toujours notre présent, nous piège aussi parfois, et comment est-ce qu'il est possible de s'en sortir. L'idée étant quand même de tenter, de chercher à vivre mieux ensemble. On n'est pas obligé d'aimer son voisin, mais pour autant on n'est pas obligé de lui faire la guerre. Donc c'est toujours cette question peut-être pas du compromis, mais de trouver comment habiter la tension et gérer la tension qui peut exister. Et puis, c'est aussi de voir, il y a une urgence à la fois sociale, mais aussi climatique, écologique, et de voir comment les deux se lient et comment justement il faut, je crois, lier ces luttes-là. C'est-à-dire que pendant longtemps, le combat écologique et les combats sociaux ont été séparés. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une convergence
des luttes possibles et nécessaires, qui soient les luttes féministes, les luttes écologiques ou aussi les luttes sociales ou aussi raciales. Je rappelle que la race, évidemment, n'est pas quelque chose de naturel, mais une construction sociale, comme la classe ouvrière peut être une construction sociale, et qu'en tant que construction sociale, elle est aussi à prendre en considération et à déconstruire. Donc moi, c'est cet engagement-là, qui n'est pas seulement un engagement citoyen, mais je crois que c'est quelque chose aussi qui nous porte et qui tend, en tout cas, qui tend à m'animer et qui est aussi pour moi une préoccupation aussi spirituelle. C'est-à-dire de penser comment est-ce qu'on habite ce monde-là, qui est un monde empli de différents mondes et que justement il ne faut pas chercher à gommer ces différents mondes, mais au contraire chercher à vivre avec, à côté, ces différents mondes-là. Et c'est aussi de repenser le lien avec, je l'ai dit tout à l'heure, le tout vivant, mais de comprendre que cette planète qu'on occupe, qui est la seule que nous ayons, elle s'inscrit aussi dans un ensemble beaucoup plus vaste, qui est un cosmos, et que nous avons aussi un lien organique avec ce cosmos. Et ce lien organique avec le cosmos nous fait prendre conscience que nous avons un lien organique aussi avec le minéral, et que l'on ne peut pas penser le tout vivant sans penser le minéral aussi. Et on sait que notre monde est né de l'explosion des méga-étoiles qui ont donné tous les composants organiques, chimiques qui nous composent nous, qui composent le minéral, qui composent le végétal, et que d'un point de vue philosophique, ontologique, il y a un lien de continuité entre les étoiles, notre planète et nous. Et je crois que ça a des implications aussi, en tout cas philosophiques, éthiques et spirituelles. C'est un vaste travail. On ne peut s'y prendre que avec beaucoup de modestie aussi, parce que c'est pas un travail qu'on peut faire seul. Le travail de décolonisation, il se fait, il doit se faire aussi bien au sud qu'au nord, parce que la colonisation, certes, a formé des colonisés, mais a aussi formé des colons, et que il faut, je crois, en tout cas du point de vue occidental, chercher à identifier quels sont encore nos habits de colons et comment est-ce qu'on peut se dévêtir de ces habits-là. C'est un travail qu'on ne peut pas faire seul. C'est un travail qui nécessite qu'on écoute la parole de l'autre et qu'on accepte que l'autre nous montre nos limites. Et c'est très difficile aussi de l'accepter. Je vois que dans les débats, parfois, il y a une crispation dès que des minorités sont amenées à pointer du doigt les violences systémiques ou le racisme systémique qui peut exister. Il y a une réaction en face qui est presque épidermique, sans mauvais jeu de mots, qui sent comme une attaque personnelle en se disant « mais non, moi je suis pas raciste », etc. Et en fait, je crois qu'il faut pas le prendre comme ça. Il faut accepter de se dire « mais qu'est-ce qui, dans mon comportement, peut être interprété comme raciste et qu'est-ce que ça dit de moi ?» Et accepter de reconnaître que il y a une histoire que l'on porte et qu'on n'est pas nécessairement conscient de cette histoire. On n'est pas conscient de cette histoire d'abord parce je crois qu'elle nous est encore très mal enseignée, qu'au-delà des faits historiques et de la manière dont on choisit de les présenter, il y a tous des discours qui sont formés, des imaginaires qui sont formés. Et c'est très difficile de déconstruire les imaginaires, parce que les imaginaires, ils passent aussi par les contes, par les histoires qu'on nous raconte quand on est petit, les expositions qu'on peut être amené à voir. Si, par exemple, moi, je prends mon exemple, la génération de mes grands-parents ont pu voir des expos coloniales. Elles existaient encore. Donc, ils sont nés, ils ont vécu avec ça. La génération de mes parents ont été élevés par des parents dont l'actualité était les expositions coloniales. Ils sont nés avant, mes parents sont nés avant les indépendances. Donc ça veut dire qu'ils ont grandi au sein d'une école républicaine qui était l'école qui allait accomplir la mission civilisatrice dans les colonies.
Et puis, ma génération est l'héritière de tout ça. Donc il y a des choses qui nous ont été transmises qui sont une idéologie très singulière et qu'il faut aujourd'hui se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut déconstruire ça ? Qu'est-ce que je peux faire en fait ? Parce qu'on n'est pas responsable de ce dont on hérite. En revanche, on est responsable de ce qu'on accepte ou pas de l'héritage. La question, par exemple, de la statuaire, la question du nom des rues, c'est pas seulement une portée symbolique, c'est aussi quelque chose qui tous les jours vous rappelle cette histoire-là. Et ça, c'est du très concret. Et c'est une histoire qui vous dit soit que vous êtes les descendants de personnes qui ont été humiliées, dominées, soit que vous êtes les descendants de personnes qui ont dominé ou humilié les autres. Et ça, je crois que moi, je n'ai pas envie, en tout cas, de me promener dans des villes qui me demandent d'être complice de ces crimes contre l'humanité qui ont été commis. Puisque, je préfère le rappeler quand même, la traite négrière et l'esclavage a été reconnu comme crime contre l'humanité. Donc moi, je n'accepte pas d'être complice de ça. Donc voilà, c'est des engagements, ça nous demande à nous engager, à prendre position sur un certain nombre de choses. Et puis surtout, ça nous demande à ouvrir notre imaginaire, ça veut dire aussi dans le choix des lectures que l'on fait, ne pas toujours se référer à des philosophes, des écrivains français. C'est aussi voir ce qui se dit, ce qui s'écrit dans les Amériques, en Afrique, en Asie aussi, et d'apprendre des autres. L'art n'est pas nécessairement quelque chose en soi de révolutionnaire. Il y a des arts qui ont aussi été au service des idéologies et des dictatures. En revanche, il y a une possibilité de l'art, propre à l'art, c'est de faire appel aux sensibles et aux émotions. Et c'est en ça que l'art peut être bénéfique, mais aussi peut être dangereux. De la même manière que l'idéologie et la raison peut être instrumentalisée aussi soit pour émanciper, soit pour contraindre les populations. Ce que l'art néanmoins peut apporter, c'est j'ai envie de dire, de cultiver cette sensibilité pour nous permettre d'être attentifs et d'accepter d'entrer en éveil et en attention, j'ai envie de dire, et d'entrer en résonance avec le monde. Et cette ouverture de soi pour entrer en résonance, je crois que c'est ce qui peut nous permettre d'être attentifs aussi à tout ce qui vibre et au rythme de l'autre. Il y a un rythme du végétal, il y a un rythme des cultures qui sont différentes, et même au niveau individuel, on a tous notre propre rythme, et je crois que c'est aussi ça. Un des fléaux de notre époque, c'est cette universalisation et cette uniformisation du rythme, qui est le rythme effréné de la mondialisation, avec ce temps cadencé, de plus en plus réduit, de plus en plus court, on est toujours dans l'urgence, etc. L'art, au contraire, peut diluer le temps et nous apprendre à nous réapproprier nos propres rythmes pour être à même d'entrer en résonance avec le monde. Moi, je crois beaucoup à la résonance parce que on est tous liés. Il y a une interdépendance à la fois biologique, mais aussi, j'ai envie de dire, sociale, culturelle. Les sociétés ne sont pas sans communication, sans marchandage, sans discussion les unes avec les autres. Donc ça, la question de la relation, elle est là, mais la question, c'est comment faire d'être en relation sans que la relation nous étouffe. Il y a des relations qui sont toxiques, donc il faut savoir briser ces relations. Et la relation qui est intéressante, c'est celle qui émancipe, celle qui libère, celle qui est bénéfique pour tout le monde. Et ce type de relation, il n'existe que si on l'entretient. Et entretenir une relation, je crois que ça demande d'être en résonance. Et ça, c'est quelque chose d'actif, c'est qu'on entre en résonance, c'est-à-dire qu'on entre à l'écoute. Et j'aime bien utiliser l'image de l'écho. L'écho, c'est quand quelque chose de profondément intime qui part de nous se projette dans le monde, et l'écho nous revient, l'écho de notre voix nous revient toujours, mais un petit peu déformé.
Et cette image-là, ça nous montre que quand on se projette dans le monde, quand on entre dans le monde en retour nous transforme. Et la transformation, elle se fait dans les deux sens. Et c'est ce que nous apprend justement la résonance. C'est qu'on entre en vibration dans le monde, on vibre avec le monde, et le monde nous revient à l'intérieur de nous, nous transforme et va vibrer en nous. Sur la question du vivant et des implications métaphysiques et politiques que ça traduit, il y a un livre, moi, qui m'a profondément marqué, qui est le livre d'Emanuele Coccia, qui s'appelle « La vie des plantes », que j'ai trouvé absolument formidable parce qu'il rappelle justement à quel point si le monde est habitable, c'est pas du fait de l'activité de l'homme, mais du fait de l'activité des plantes, qui, grâce au processus de photosynthèse, nous permet de respirer. Et à la fois, il a cette très belle écriture poétique qui nous rappelle, et cette très belle phrase qui dit que l'air que nous respirons est le souffle d'autres vivants, et qui vont à leur tour respirer notre souffle. Et je crois que la question du souffle est très belle et très juste. Et à travers la question de la photosynthèse, justement, il montre comment nous sommes des êtres de lumière, c'est-à-dire que nous dépendons de la lumière et qu'il y a un lien, un souffle entre l'univers et nous. On absorbe la lumière du soleil, on en fait quelque chose d'autre, on la redonne différemment. Et ce livre, moi, en tout cas, ce livre m'a profondément marqué et a fait partie aussi d'une révolution intérieure et spirituelle pour comprendre ce lien avec le vivant et avec le cosmos. Et puis, je dirais que presque la traduction romanesque de cette question du vivant, c'est un livre que j'ai lu il y a peu, qui est le roman d'Alain Damasio, qui est Les Furtifs, et qui est une version romanesque absolument extraordinaire de toutes ces réflexions sur le vivant, les autres formes de vivant, sur la question du rythme, de la vibration, sur ces questions de résonance, justement, avec une invention graphique de l'écriture et une réflexion philosophique, très deleuzienne d'ailleurs, sur ces questions-là du vivant que j'ai trouvé absolument incroyable. Et je trouve, je pèse mes mots, que c'est un livre réellement puissant.